Après Ori le Rookie, présenté en 2002 et tête première en mars 2005 de Mark Orro, le Théâtre de la Manufacture présente une pièce extraordinaire, complètement disjonctée. Laissez votre côté cartésien de côté. Terminus, présenté à la Licorne jusqu'au 29 octobre prochain. Et pour nous en parler, nous avons le bonheur de recevoir une des 3 interprètes, Alice Pasquale. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Ça fait longtemps que je voulais vous recevoir ici, à Radio-VM. Pour les gens qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore, pourriez-vous nous parler un petit peu de votre formation? Parce que je pense que vous avez été diplômée en 2009. Oui, c'est ça. J'ai fait le Conservatoire dramatique de Montréal. J'en suis sortie en 2009. Bon, je peux vous raconter tout ce que j'ai fait à partir de là. Mais moi, je peux vous dire, par contre, que je vous ai vu dès 2009 au Théâtre Rouge du Conservatoire d'art dramatique où vous jouiez dans une pièce qui s'appelait « Court univers étrange ». C'était 5 pièces de 5 auteurs, mise en scène par Frédéric Blanchette. Exact. Et depuis, je suis une fan. Fan finie, je vous suis partout. Alors, je vous ai vu dans La Cerisay avec Yves Desgagnés comme metteur en scène chez Duceppe. Je vous ai vu à l'Espace Go ensuite dans une mise en scène de Claude Poisson. Ce moment-là, qui reste un moment vraiment unique au théâtre où vous étiez à la Licorne. Et vous y êtes de nouveau, cette fois-ci, pour nous présenter ce terminus. En commençant, Alice Pasquale, est-ce que vous aviez vu les 2 premières pièces de cet auteur? Non, j'avais pas vu. J'ai pas eu la chance de les voir. Je pense que c'était des... Je me rappelle plus exactement les années où c'est sorti. Là. Vous l'avez... 2002-2005. C'est ça. Donc, moi, j'étais même pas encore au théâtre tant que ça à cette époque-là. Mais quand j'ai su que j'allais faire Mark Orro puis que j'allais faire cette pièce, j'ai lu les deux textes. Donc, j'ai pas vu les mises en scène, mais je connais les textes, je connais les pièces. Oui. Cette pièce-là a connu énormément de succès. Elle a été présentée au Centaure l'an dernier en anglais. L'aviez-vous vu? Mais non. Moi non plus. Je l'ai pas vu, on a tout manqué. J'aurais aimé ça entendre l'accent, parce que l'auteur est irlandais. Ouais. Et je me demande comment est-ce qu'ils ont réussi. Est-ce qu'ils ont pris l'accent irlandais? L'ont-ils gardé? J'ai aucune idée. Ça aurait été vraiment particulier parce qu'en plus, le texte en anglais est absolument fascinant à lire. Moi, je l'ai lu en anglais. La première version qu'on m'a envoyée, c'était la version anglaise pour qu'on puisse se faire une idée. Et c'est presque de la poésie. Non. C'est en rime, c'est en rythmique. C'est vraiment un texte là, inouï à lire en anglais. Puis voilà. Bon, on se reprendra, on va leur demander de leur présenter. Oui. Alors, il a gagné le prix Fringe First au Festival d'Édimbourg en 2008, présenté donc en anglais l'an dernier. Est-ce que, quand on vous a proposé d'accepter de jouer dans cette pièce-là, vous avez accepté tout de suite ou quelle a été votre réaction? C'est Michel Montier qui m'a appelé en me disant « Je te propose, Alice. » Il me dit « J'ai un truc complètement particulier à te proposer. C'est des monologues, c'est irlandais, c'est violent, mais en même temps, c'est grandiose. Est-ce que ça t'intéresse à la Licorne? » Moi, je suis amoureuse de la Licorne. Je suis amoureuse de la Manufacture. Jouer là, c'est un bonheur. Michel, ça faisait longtemps, je l'avais croisé au conservatoire dans une mise en scène. Il avait fait une mise en scène du Roi Boiteux avec ma classe de finissant. Oula! Et je l'avais connu là. Donc, j'ai dit, pour la forme, j'ai dit, laisse-moi lire le texte, mais j'avais déjà tout de suite envie de dire oui et de m'embarquer dans l'aventure. Puis j'ai d'abord eu beaucoup de difficultés à comprendre le texte en anglais parce que c'est, comme vous l'avez dit, dans un anglais très Irish, c'est-à-dire qu'il y a des expressions, il y a une manière, une syntaxe qui est pas du tout évidente à comprendre. Donc, mais quand je savais que c'était Chouanière qui faisait la traduction, je me suis dit, là, le package est beaucoup trop beau, j'accepte. Oui, et 3e fois de son côté. Exactement, c'est ça. Parce qu'il avait déjà traduit les 2 premières pièces de cet auteur-là. Donc, il est déjà un petit peu habitué à la forme, au langage et tout. Et oui. Ça doit aider. D'ailleurs, je dis tout le temps, le traducteur est le 2e auteur. Absolument. Que ce soit pour le théâtre ou pour des romans ou autre chose. Oui, oui. Il faut vraiment baigner et s'imprégner de l'ambiance de cet auteur-là. Et là, il y en a toute une ambiance parce que c'est vraiment pas évident. Maintenant que vous avez dit oui, une fois que vous avez vu que c'était 3 monologues, 3 solos, 3 moments, oui. Alors que vous êtes 3 sur scène, on va peut-être nommer vos comparses, oui, Martine Franck et Manie Soleil-Manlou. Comment se sont faites les répétitions? Parce que vous vous croisez jamais. Non, c'est pas vrai. Vous vous croisez parce qu'un rentre sur scène, l'autre sort, mais vous vous parlez jamais. Vous vous adressez à nous. Oui.
Ouais. Ben, alors, les répétitions, on a commencé par faire quelques lectures autour de la table avec Denis Bernard, Philippe Lambert, Michel Monti, les concepteurs, Linda Brunel, tous Johnny Ranger qui a fait les projections. On l'a lu pour essayer un peu de comprendre où est-ce que ça s'en allait, cette histoire farfelue. Puis après ça, on est partis chacun de notre côté pour un mois et demi à peu près pour apprendre le texte. Puis on s'est retrouvés le 15 août dans des rencontres à peu près 2 fois par semaine, seuls avec Michel. Et toujours à la fin de la semaine, on se rencontrait les 3 comédiens ensemble avec Michel. Puis on faisait chacun les parties qu'on avait travaillées avec Michel pour se donner une espèce de vision commune du travail, de voir, puis de se stimuler l'un l'autre. Parfois, je voyais ce que Mani faisait, ce que Martine faisait. Je disais, oh, wow, il faut que j'aille là, moi aussi. Puis c'est comme si on se stimulait, en fait, puis qu'on allait plus loin dans la recherche de cet univers puis de cette prise de parole-là. Mais la majorité des répétitions, donc, se faisait seule avec Michel. Alors, vous avez dit le mot univers. C'est oui. tout à fait ça avec cet auteur, Mark Orrow, parce qu'il crée quelque chose dans lequel vous nous embrigadez en même temps et nous sommes pris avec tout ça. Et après, ça nous prend 2-3 jours à nous en remettre parce que l'univers est glauque. Oui. On a l'impression d'être dans un film américain. Il n'y a rien sur scène à part vous et des vidéos dont on ne dira rien parce que pour moi, c'est un moment d'anthologie. J'ai adoré ça. Je trouve que ça apporte un plus à l'action. Alors, je vous laisse le soin de raconter en 2 lignes de quoi il s'agit. Bonne chance. 2 lignes, peut-être que j'y arriverai pas, mais peut-être est-ce que vous me laissez 2 lignes par personnage? Oui. Parfait. Alors, c'est 3 personnages. Ça commence avec celui de Martine Franck, qui est une femme, une ex-professeure qui travaille maintenant dans un centre de bénévolat et qui répond à des appels de gens en détresse. Un jour, elle tombe sur une de ses anciennes élèves qui est en détresse terrible. Elle vit une situation cauchemardesque et Martine, donc les personnages n'ont pas de nom, donc on va dire Martine, décide d'aller aider cette fille. Elle est soudain prise par une quête d'aller sauver cet enfant et donc cette jeune femme. Puis elle part dans une grande aventure dans les rues de Dublin qui va l'amener dans les bars, qui va l'amener à rencontrer des gens qui ont quelque chose de complètement glauque, de complètement violent. Puis elle va aller dans cette quête de... Elle a comme une mission. Elle a comme une mission. Cette quête de Mère Teresa, là, pour aller sauver cette femme-là. Mais Alice Pasquale, on va comprendre tout au long de la pièce pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, comme tous les autres personnages aussi, parce que chacun a quelque chose, non pas nécessairement à se faire pardonner, mais veulent aller ailleurs. Et nous, en tant que spectateurs, on voit venir la chose, mais on ne sait pas où l'auteur va nous mener. Non, et c'est ça qui est fabuleux. C'est ça. Puis ça se tricote au fur et à mesure. Ah, oui. Et vous, votre personnage? Mon personnage, c'est une jeune femme donc, qui habite à Dublin, qui est complètement déprimée. Sa vie l'ennuie. Elle est seule, elle est amère, fâchée, tout est répétitif. Puis elle décide un soir, après avoir échappé son souper qu'elle a fait éclater à terre, son plancher couvert de viande, elle décide d'aller boire un verre avec ses amis qu'elle méprise un peu. Elle rencontre un beau gars avec qui elle se dit, bon, peut-être que ce soir, c'est mon soir. Ils partent dans une nuit de folie et ils se retrouvent sur le dessus d'une grue et elle se rend compte que qu'elle a été prise au piège puis que c'est une espèce de mascarade pour la donner en pâture à l'ami de son ami. Et elle essaie de se débattre. Finalement, elle tombe en bas de la grue et là, elle fait la rencontre d'une créature merveilleuse, maléfique, démoniaque, qui l'amène, elle aussi, là, dans une aventure qui va la faire passer à travers tous les états. Je pense que je peux dire ça, parce que vraiment, là, il y a une courbe. Mais, donc voilà, j'en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de... Oh, mais votre personnage est savoureux. Ben, les 2 autres aussi, mais disons qu'il y a quelque chose. Et il y a un rythme aussi dans le langage. Et Soleil Manlou, Mani Soleil Manlou. Son personnage, c'est un homme qui souffre horriblement de timidité. Il en est malheureux. Il se promène dans les bars à la recherche de partenaires. Ou, il cherche même pas l'amour. Au début, il cherche juste à fréquenter des femmes. Et on se rend compte rapidement que c'est en fait un psychopathe qui, une fois qu'il a séduit les femmes, les tue. Et on se rend compte rapidement, je ne vole pas de punch en disant ça, que c'est parce que il a vendu son âme au diable parce qu'il souffrait de sa timidité et que maintenant, il erre avec une haine des femmes parce qu'il n'a jamais été capable de recevoir leur amour. Alors là, il va s'en mêler les pinceaux dans ses meurtres parce qu'il commet à peu près 10 meurtres en 10 minutes. Puis là, il part dans une cavalcade où la police le poursuit. Et
puis là, finalement, les 3 personnages vont se croiser au bout de ces aventures-là. Et ça, c'est un tour de force parce que, premièrement, l'auteur aurait pu nous perdre. Oui. Si le metteur en scène n'avait pas bien fait son travail, ça aurait été très difficile de vous suivre. Mais non, tout s'éclaire, Oui. tout se rejoint. Ce sont comme des poupées russes que l'on emboîte et on se dit, ah tiens, on vient d'apprendre un petit détail. Là, il y a autre chose. Et on finit par tout comprendre. Oui. Nous, on a un plaisir monstre dans la salle à vous voir et à vous écouter tous les 3, mais vous, à jouer cette partition musicale qui est très rythmée, je le répète, qui est noire, mais un noir sympathique. Oui, là. oui, oui. Oui, c'est triste, oui, c'est lourd, oui, il y a une grande solitude de la part des 3, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement que de s'esclaffer, de c'est rire ça. par moments. Oui. Est-ce que ça vous nourrit, vous? Ah, moi, je veux dire, c'est très, très stressant. C'est une pièce qui apporte beaucoup de tension avant d'entrer sur scène, parce que la quantité de mots et la performance, je dirais seulement au niveau de la bouche, là, tu sais, là, de prononcer tous ces mots dans le rythme, l'énergie qui doit être déployée, c'est beaucoup. Mais une fois sur scène, la jouissance d'être au cœur de ce récit-là, à s'adresser au public, et puis de l'entraîner dans cette cavalcade, parce que c'est ça que c'est. Il y a un élan, puis quand on arrive comme interprète à se connecter à cet élan intérieur qui amène les personnages vers les destins quand même grandioses qui les attendent. Parce qu'ils vivent tous, même à travers le côté sordide de leur vie, ils vivent des éclats d'une grande beauté à la fin. Ça les amène dans des états sublimes. Puis ça, comme interprète, c'est fabuleux. C'est comme faire du surf sur une vague immense. Là. Non, c'est formidable. Puis même quand je rentre fatiguée, je sors tout le temps là, de scène, là, complètement électrifié puis rempli de quelque chose de fort, fort. Oui, puis ça se transmet ensuite à nous, parce que nous, quand on rentre chez nous, c'est à notre tour. Alors, vous vous vengez bien. Alors, si vous aimez être déstabilisé, sortir des sentiers battus, je dis terminus, descendez à la licorne. Il faut aller voir ça. C'est jusqu'au 29 octobre. À l'Espace Pasquale, on vous retrouve en janvier, dans une pièce dans laquelle vous aviez déjà joué J'accuse, mais vous commencez à l'aborder. Oui, exactement. À Québec. Oui, exactement. Donc voilà, moi, ça va être mon année monologue. C'est vrai, c'en est aussi un. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est une forme que j'aurais explorée. Mais je suis très, très contente de reprendre J'accuse parce que, bon, ça a été une aventure formidable, cette pièce-là. Puis d'avoir la chance d'aller la faire à Québec, ça va nous... Moi, je connais pas, j'ai jamais joué à Québec. Non, ça sera la première. Voilà. Donc je suis bien, bien contente d'aller découvrir ce beau théâtre. Moi, j'irai pas l'aborder parce que c'est du 10 janvier au 4 février. Par contre, je vais venir la revoir au Centre du théâtre d'aujourd'hui, du 9 au 22 février. Oui. C'est la même distribution, à l'exception que Ève Landry est remplacée par Catherine Paquin-Béchard. Exact. Je serai là et je vous invite tout de suite. Vous reviendrez ici sur ce plateau nous en parler. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.